Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu du débrief cette semaine, d'abord l'actualité nationale est largement dominée par le GITEX. Tous les yeux étaient rivés sur Marrakech qui accueillait donc la grand-messe africaine de la tech. Et on annonce des chiffres impressionnants, innovateurs, investisseurs, pays représentés, annonces en cascade. Mais derrière cette vitrine, une question s'impose. Qu'est-ce qu'une souveraineté technologique made in Maroc concrètement ? Washington, qui salue par la voix de son ambassadeur un Maroc investment grade, unique en Afrique, et qui projette un Sahara aux ambitions illimitées. Et pendant que l'on célèbre l'innovation, une zone grise demeure. Combien de valeurs réellement produites localement quand on parle de tech? Et au même moment, ailleurs sur le continent, la question de la crédibilité institutionnelle refait surface. C'est le président de la Confédération africaine de football qui le reconnaît lui-même après les incidents en finale de la dernière CAN tenue ici au Maroc. Il s'agit de crédibilité, d'impartialité, de confiance du public qui reste selon lui fragile malgré des standards, je cite, affichés élevés. L'actu internationale, c'est évidemment le cessez-le-feu entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Un moment où Donald Trump évoque un âge d'or au Moyen-Orient et que l'opposition israélienne s'étonne que le gouvernement de Bibi soit écarté des négociations. Le débrief, c'est maintenant avec mes invités. À ma droite, mon confrère, directeur de publication du site yabiladi.com, Mohamed Zouar. Bonsoir. Bonsoir Khadija, merci pour l'invitation. Comment fut votre semaine? Très bonne, d'ailleurs un passage au GITEX justement hier. Vous nous en parlerez davantage dans quelques instants. Avec moi, un autre confrère, il est éditorialiste, rédacteur en chef économie à l'Opinion. Sofiane Chahid, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonne semaine pour vous également. Très bonne semaine comme toujours. Comme toujours, alhamdoulilah, optimiste, très positif, Sofiane. Et un plaisir renouvelé d'accueillir, il est consultant, notamment en entreprise, fondateur d'HBA Consulting et également analyste sportif à ses heures perdues. Hicham Ben Saïd Alaoui, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Et votre semaine alors? Très belle, j'ai fait beaucoup de routes, j'ai fait beaucoup de villes, j'étais notamment à Meknès. On a un très beau pays, très beau pays avec les pluies récentes. C'est encore plus beau en termes de relief, donc ravi. Pourvu que ça se répercute sur les prix des légumes et des fruits, et aussi des viandes. Bon, alors, nous allons à Marrakech. Marrakech qui a donc accueilli en grande pompe le GITEX Africa 2026. Anglicisme parce que nous allons commencer par une déclaration de l'ambassadeur américain à Rabat, Duke Buchan, qui érige le Maroc en plateforme d'investissement non seulement crédible grâce bien sûr à la stabilité dont jouit le pays, mais projette également les régions du Maroc comme un nouvel horizon économique et notamment les provinces du sud, du Sahara, après bien sûr un soutien encore une fois explicite des États-Unis d'Amérique à la marocanité du Sahara. Nous allons donc passer en revue une partie, un extrait de son discours qu'il a prononcé à l'ouverture du GITEX. C'était le mardi. Le potentiel économique du Sahara marocain est illimité, dixit Duke Buchan, ambassadeur des États-Unis, donc à Rabat. Que signifie le Sahara pour la tech? Un territoire comme le Sahara, que signifie-t-il pour la tech, messieurs? Alors là, c'était surtout sur l'investissement global, puisqu'il faut rappeler qu'en fait, lors de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par Donald Trump, premier mandat, en tant que président des États-Unis, il y avait aussi tout un volet investissement économique, en plus du consulat qui devait ouvrir, qui n'a pas encore ouvert, dans les provinces du Sud. Mais il y avait tout un volet économique qui est fondamental, puisqu'il y a effectivement un grand potentiel en termes de croissance, en termes de business dans cette région. Et on le voit notamment avec les investissements colossaux de la part du Maroc dans les villes, mais aussi dans des infrastructures, qu'elles soient routières ou portuaires, comme le port de Dakhla, qui servira de hub justement sur les routes maritimes. Et on sait qu'aujourd'hui, les routes maritimes sont extrêmement importantes. Donc d'un point de vue global, le Sahara est une nouvelle zone de croissance pour le Maroc, au niveau du Maroc. Et donc c'est un levier important économique. Et donc les États-Unis, clairement, veulent avoir aussi leur mot à dire, leur part dans ce potentiel de croissance. Alors au niveau technologique, il n'y a pas encore d'éléments spécifiques technologiques. Alors, mais il en a parlé, parce qu'il a dit de Tanger à Dakhla, le Maroc buzz, enfin en tout cas avec le terme en anglais, c'est-à-dire pulse,
propulse en termes économiques. Il y a des data centers qui poussent ici et là. C'est pour ça que je me posais la question, quel est le potentiel d'une région comme les provinces du Sud pour l'innovation, pour aussi des parties de l'innovation, notamment les data centers et autres. Alors, on avait entendu parler il y a quelques années de projets justement de data centers, notamment sur la partie minage de Bitcoin, je crois que c'était le projet Solana, mais qui n'avait pas justement donné suite. Par contre, effectivement, il y a un écosystème qui pourrait être porteur, qui est porteur, et donc il y a des projets, on en parlera bien sûr après, mais il y a des projets, et notamment parce que c'est de l'énergie verte. C'est ça. On a de l'éolien, on a du solaire, et donc en fonction bien sûr du régime fiscal qui pourrait être attrayant pour des multinationales, et donc avoir des data centers dans certaines régions, dans certaines villes. Donc là, effectivement, il peut y avoir un potentiel, notamment des data centers tournés vers l'IA. Je crois qu'il y avait eu justement des annonces dans ce sens-là. Donc c'est peut-être dans ce sens-là où il dit qu'il peut y avoir un levier de croissance économique et d'innovation sur ces régions, mais le Maroc a pour le coup aussi des ambitions, que ce soit à Casablanca, à Tanger ou ailleurs, dans le domaine des data centers, de l'intelligence artificielle, etc. Et on va en parler. Et c'est ce qu'il a évoqué aussi, ces data centers donc, qui posent de Tanger à Dakhla, selon les termes de l'ambassadeur américain. Quand on parle de ces opportunités, est-ce que ce sont des opportunités, Hicham Saïd Alaoui, déjà structurées ou peut-être un potentiel quelque peu spéculatif? Tout d'abord, je trouve la déclaration particulièrement pertinente parce que le fait d'évoquer le Sahara marocain, je pense qu'à terme, ça finira par rentrer dans toutes les têtes, notamment chez certains de nos voisins. Donc c'est de très bon ton de rappeler ce qui est une évidence pour nous et ce qui est une évidence maintenant pour le monde entier. Pour en revenir aux potentialités, je pense qu'effectivement, elles sont illimitées. Parce que si nous considérons, ne serait-ce que par analogie, là où vous avez des surfaces désertiques, que ce soit par exemple l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, nos voisins algériens, vous avez forcément des énergies fossiles. Parce que dans le temps, il y avait des dinosaures, il y avait de la vie. D'ailleurs, ça va être très paradoxal à dire, mais c'était une des régions les plus riches à l'international, dans le temps, il y a quelques millénaires, en termes de nappe phréatique aussi. Donc déjà, il y a un réservoir d'eau énorme dans le désert. Ça peut être très paradoxal à dire, mais c'est une réalité. Vous avez des énergies fossiles, vous avez des énergies renouvelables avec de l'éolien et du solaire. Vous avez des capacités de pêche uniques dans le monde, des capacités logistiques. Vous avez un potentiel de construction très important, puisque ce n'est pas la région la plus peuplée, ni la plus densément, urbanement remplie du royaume. Et donc, il y a un potentiel qui va nous permettre de tendre vers des horizons différents en termes de densité de population et d'attractivité de différentes ressources. Donc sur le secteur primaire, pêche, produits agricoles, il y a un énorme potentiel. Transformation, énorme potentiel. Énergie fossile, ne serait-ce que voir ce que l'on arrive à faire avec du phosphate, sans même creuser, c'est-à-dire des mines à ciel ouvert. Vous imaginez le potentiel qu'il peut y avoir sur de l'uranium aussi. L'analogie Niger, qui est réputée à travers le monde pour son uranium. D'ailleurs, les Français ne se gênent pas forcément pour faire commerce avec le Niger. Si nous avons une surface désertique autrement plus... pas, dans le passé. Dans le passé, si tout à fait. Je peux vous reprendre là-dessus. Tout à fait. Mais si vous considérez l'étendue désertique qu'il y a dans le Sahara marocain, vous la comparez à celle du Niger, si le Niger arrive à faire ce qu'ils ont fait en termes d'uranium, le potentiel, ne serait-ce que sur cette commodity parmi tant d'autres, est autrement plus important. Donc, mais outre les commodities, ces opportunités sont-elles structurées ? Alors, il y a des pôles identifiables. Parce que quand je viens de parler de pêche, quand je viens de parler d'énergie fossile... Vous avez parlé beaucoup du secteur primaire, en effet. Je pense que c'est identifié. On sait ce qu'on peut faire, que ce soit en termes de consulting, d'approche, par analogie. Ça a marché dans des surfaces à peu près similaires. Qatar, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Algérie, etc. Donc ça peut marcher sur des superficies supérieures. Mais le grand avantage, c'est qu'il y a un potentiel énorme d'énergie renouvelable, qui est le nœud gordien de l'histoire. Il y a un potentiel de terres rares, il y a un potentiel d'uranium, il y a un potentiel pour établir des cercles de compétences, parce que le Maroc a la grande caractéristique africaine de ne pas avoir de macrocéphalie urbanistique. Il n'y a pas une grande ville, et le reste on a de très très bons pôles relais. Il peut y avoir bien sûr Casa, Rabat, Tanger, Laayoune, Dakhla. Il y a beaucoup, Marrakech, Agadir, Tanger, Fès, Meknès. Il y a beaucoup de villes de taille moyenne à importante. Et donc, avoir un barycentre qui se décalerait légèrement vers le sud, un peu plus, pour pouvoir avoir des relais, des pôles d'excellence industrielle, des pôles d'excellence technique, technologique, c'est tout sauf une vue de l'esprit. Donc effectivement, là pour le coup, je pense qu'il a été impactant, un peu à l'américaine,
Quand je reprends la citation, le Sahara marocain, oui, merci de le rappeler, même si c'est une évidence pour nous, le potentiel est objectivement illimité. Si c'est un Américain, ambassadeur, donc c'est un peu censé être le VRP en chef, avec tout le respect bien sûr qui est dû à la fonction, mais je dis de manière très améliorative. Il y a un background aussi business, il faut le rappeler. Enfin, c'est américain, c'est tout sauf faire offense. On est là pour promouvoir la marque Amérique aux États-Unis, au Maroc, et la marque Maroc aux États-Unis. Et donc s'il le dit, c'est qu'il le pense. De toute manière, avec les Américains, ce qui est bien, c'est que s'ils ne pensent pas quelque chose, ils ne le disent pas. Donc là, je rejoins totalement ce qu'il dit et merci de le signaler. Le Maroc, et aussi il a signalé que le Maroc était le seul pays en Afrique à disposer d'une notation investment grade. Que signifie cette notation, Soufiane Chaïd, de investment grade? Déjà rappeler que l'investment grade, on l'a récupéré il y a quelques semaines, après qu'on l'ait perdu durant la période Covid. Et c'est très très important parce que ça dénote de la confiance des investisseurs envers le Maroc et envers son avenir. Parce que, il faut le dire, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. D'ailleurs, dès qu'il a pris le pouvoir, l'objectif était de récupérer cette notation. Parce que bien sûr, il y a des investissements très très importants qui sont en train d'être faits par le Maroc, notamment en préparation de la Coupe du Monde 2030. Donc on avait besoin de la confiance des investisseurs internationaux et cette notation, bien sûr, dénote de toute la confiance que nous font les marchés pour lever des fonds à l'international. Exactement. Donc c'est bien pour la dette, mais c'est bien aussi pour attirer des investisseurs. Exactement. Et donc, pour l'image du pays. Absolument. Alors, pour l'image du pays, nous allons en parler aussi pour le GITEX, d'ajouter que 55 000 innovateurs venus de 130 pays sont réunis, donc preuve que le monde regarde le Maroc. Vous y étiez, c'est Mohamed Zouak. Comment regarde-t-on le Maroc? Quelles sont vos impressions avec les gens avec lesquels vous avez dû échanger à Marrakech lors du GITEX? Alors juste déjà une petite remarque par rapport à la citation de l'ambassadeur des États-Unis. Sur l'investment grade. Voilà, le Maroc n'est pas le seul pays d'Afrique. Il me semble qu'il y a aussi le Botswana, Maurice et Sainte-Hélène, donc qui sont des îles, mais qui ont aussi un niveau de notation. Mais ça montre justement que le Maroc fait partie du podium en termes de notation des agences, et donc c'est important. Et aussi un petit rappel, je parlais du Sahara pour plus précisément. Il y a un projet de data center, pour revenir, et ça fera le pont justement avec GITEX. Il y a un projet de data center à Dakhla, entre le ministère piloté par Mme Sarrochni du numérique et le ministère de l'énergie et du développement durable. Donc on voit justement ce que je disais tout à l'heure, l'éolien et le solaire, plus le technologique. Et donc il y a un projet de data center AI à Dakhla qui va s'appeler, avec un terme qui rappellera beaucoup justement le patrimoine et les racines marocaines, Igoudar. C'est un projet qui confirme justement l'intérêt des États-Unis sur ce créneau-là. Et on parlera de souveraineté après, c'est effectivement très important. Sur le GITEX, alors, j'ai été agréablement surpris de voir, encore cette année, l'année dernière aussi déjà, mais beaucoup de gens venus de l'étranger, mais notamment d'Afrique. Beaucoup de start-up, de fintech que j'ai rencontrés, qui venaient du Nigeria, du Kenya, d'Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'ils cherchent en venant ? Alors, souvent, ils sont invités par des partenaires, ils font partie de programmes d'accélérateurs par des grandes marques, des multinationales qui sont au GITEX et donc qui ont un programme pour intégrer des startups, notamment dans les fintech par exemple, donc ça peut être des banques ou des institutions financières, et ils s'allient avec des jeunes qui ont cette capacité d'innovation et qui vont apporter des éléments en plus pour pouvoir assurer bien sûr la présence et la percée de ces grandes multinationales sur des marchés africains, notamment dans la finance par exemple, mais ça peut être aussi dans le tech, le cloud, etc. Est-ce que, en discutant avec certains, ce qui était intéressant de voir, c'est à la fois déjà de voir la vivacité de l'innovation en Afrique. Et donc, pour le coup, GITEX, c'est vraiment un événement africain qui met en avant cette capacité d'innovation, de création, de business de petits porteurs de projets, et qui sont en train de grandir.
D'ailleurs, maintenant, on commence à avoir en Afrique des licornes, donc vraiment des startups qui ont une taille mondiale et qui ont un potentiel extrêmement, plus d'1 milliard de dollars. Voilà, extrêmement important en termes de capitalisation. Bon, après, effectivement, ça dépend où on se trouve géographiquement sur le continent africain. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est leur vision qu'ils ont du Maroc. C'est-à-dire que le GITEX est un événement qui remet le Maroc au centre, en fait, du continent et de la technologie, du développement de la technologie sur le continent. Mais est-ce que ça reste éphémère? Parce qu'on n'est pas à la première édition, bien évidemment. D'accord, on place le Maroc sur la map de la tech mondiale, mais et après? Alors c'est là où, effectivement, les pouvoirs publics, les décideurs, les acteurs économiques ont leur rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un événement, il faut ensuite transformer. Alors, et là, on peut avoir des critiques par rapport à l'écosystème marocain, notamment sur les startups. Madame la ministre est très d'accord avec vous, la ministre déléguée à la transition numérique et à la réforme de l'administration, Amel Sarrochni, qui donc a fait beaucoup de déclarations, d'ailleurs, un certain nombre, autour de ce GITEX. Je vais m'arrêter sur celle-ci d'abord, puisque vous parlez justement de cette vitrine, de ce Maroc qui devient un peu la Mecque de la tech en Afrique, mais pas que. C'est des grands noms de la tech qui exposent. Le GITEX Africa Morocco, selon Amel Sarrochni, n'est pas un simple salon d'exposition, mais un accélérateur de croissance. Oui. Je vous propose de faire un tour de table, de commenter cette citation. Hicham Ben Saïd Alaoui, en tant que consultant en entreprise, commentaire. Alors, tout d'abord, j'aimerais revenir sur beaucoup de choses qui ont été dites, qui sont imbriquées sur la notion d'investment grade, qui est un peu on-off. C'est-à-dire, selon que vous soyez triple A ou triple B, qui est la limite de l'investment grade, ou que vous soyez de double B à D, vous êtes soit dans la cour des grands, c'est-à-dire vous êtes l'égal de l'Allemagne, de la France, des États-Unis, du Japon, des très grands, soit vous êtes de triple A ou bien triple B, ou A ou bien triple B, double B, B, etc. Vous êtes dans la cour des grands. Et donc le Maroc n'a fait que retrouver un rang qui lui a échappé pour des raisons obscures, parce qu'en termes de stabilité politique, en termes de diversification de l'économie, de déficit jumeaux, d'endettement par rapport au PIB, le Maroc cochait toutes les cases. Donc là, je n'aimerais pas revenir sur cet épisode que beaucoup de gens ont eu beaucoup de mal à expliquer. Disons que c'est une correction d'erreur. Beaucoup de pays ont perdu leur investment grade après le Covid, sans oublier aussi que, alors puisqu'on va parler, je ramène encore notre sujet à l'essence même de tous ces investissements, parce que le GITEX, c'est aussi un investissement qui coûte de l'argent à l'État, il faut le rappeler. Quels sont les fruits qu'on cueille de ce genre d'investissement? Quelle est la croissance? Parce que c'est là aussi où le bas blesse. Si vous dites qu'effectivement, on peut aspirer à même davantage d'investment grade, mais quelle croissance créons-nous? En fait, c'est pour ça que je disais, il est difficile de diagnostiquer, de pointer du doigt précisément le retour sur investissement immédiat d'un tel événement. Parce que pour moi, il y a beaucoup de choses en parallèle qui vont dans le bon sens. Il y a l'investment grade qui a été récupéré, l'excellente diplomatie politique, l'excellente diplomatie sportive qui permet de très bien communiquer sur le Maroc, terre d'hospitalité, terre de stabilité, etc. Et tout ceci va faire que le Maroc, qui est en plus réputé pour ses jeunes, notamment dans le monde occidental, où le Marocain est réputé dynamique, est réputé plutôt très bon sur les nouvelles technologies, sur le coding, sur le développement, il y a tout un faisceau de présomptions très favorables qui vont dans le sens Maroc, levier de développement futur technologique, en rappelant aussi que d'après le WIPO, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le Maroc est maintenant classé 56e, 57e mondial en termes d'innovation technologique, en rappelant que le classement marocain en termes de PIB est de 59e, voire 60e place. Disons que le Maroc a rattrapé des retards passés. Nous étions sous-représentés il y a encore quelques années par rapport à notre poids économique. Là, nous excédons, très légèrement certes, mais nous excédons notre poids économique, ce qui veut dire que les choses vont dans le bon sens. Quand j'entends Mais quel est le ROI si les choses vont dans le bon sens? Quand on voit par exemple le GITEX de Dubaï, je vais vous donner quelques chiffres. Le ROI direct, l'impact économique mesuré du GITEX de Dubaï de 2022, c'est le chiffre les plus récents. 700 millions de dollars injectés directement, à moitié, enfin en tout cas la moitié, injectés directement dans l'économie de Dubaï. Qu'est-ce qui est injecté aujourd'hui dans l'économie de Marrakech? Bien sûr, vous me direz, les hôtels, c'est le tourisme aussi, n'est-ce pas? Alors, justement, ça c'est une très bonne question parce que
je pense qu'il faudrait changer de spectre d'analyse. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous analysez des startups? Contrairement à une analyse classique, vous n'analysez jamais la start-up intuitive personnée. Un investisseur chevronné va considérer un pool de 15 à 20 startups. S'il y en a 2, je dis bien 2, qui réussissent, elle paye pour les 18 startups qui n'ont pas réussi sur 15 générations. Et donc le fait de dire... Donc c'est qualitatif, pas quantitatif. C'est pas un salon d'un autre secteur primaire, je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire d'amalgame, mais ce n'est pas un salon où nous avons conclu telle convention, nous avons exporté tant de tonnes de telle commodity, etc. Ce n'est pas tout à fait la même chose dans le domaine informatique. Le temps est plus long. Il faut un peu de recul. La courbe de croissance n'est pas stabilisée parce que nous sommes en pleine mutation. Si on me dit que l'offshoring numérique pèse aujourd'hui 2,6 milliards de dollars, qu'à horizon 2030, il devrait peser 4 milliards de dollars, c'est-à-dire la courbe d'évolution est très importante, mais ce serait très réducteur de dire on a tenu un GITEX en avril, le 12 avril, on est en mesure de tirer les conclusions. On a tenu d'autres GITEX. C'est ce qu'il y a eu des bilans sur ces GITEX. J'interpelle peut-être mes confrères journalistes. Juste rapidement sur ça, ma conviction est que ce n'est pas sur le GITEX que ça joue uniquement. C'est un tout, c'est une politique publique, c'est une configuration, il y a beaucoup de choses... À quoi sert une politique publique si elle n'a pas de résultat? Je citais des chiffres, 2,6 milliards qui devraient tendre vers 4 milliards, 270 000 emplois qualifiés, des jeunes de plus en plus orientés vers cette filière. Mais si la question va dans le sens... Il y a des centaines d'emplois qui sont aussi menacés dans l'offshoring. Ça, c'est cycle Kondratiev dans le temps, et on ne va pas revenir à ce qui se faisait du temps des signaux de vapeur avant le passage à la ligne fixe, puis à la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. C'est le fameux concept de destruction créatrice des cycles Juglar et Kondratiev. Il y aura forcément des destructions d'emplois, il y aura de la création de nouvelles. Vous savez qu'en France, par exemple, à horizon 2030, à peu près 1/5 des emplois actuels seront détruits. Typiquement, je ne veux pas stigmatiser une profession, mais il est très difficile pour un traducteur aujourd'hui de continuer à travailler comme il opérait ou elle opérait il y a 15 ou 20 ans, parce que vous saisissez un texte, il est traduit et plutôt bien, et a même des nuances culturelles qui permettent d'aller dans un sens ou dans un autre. Il y a bien sûr de la post-lecture, il y a de l'analyse, il y a de la synthèse qui peut être faite, mais bien entendu qu'il y aura des métiers qui vont en pâtir, mais le tout, c'est d'avoir une stratégie cohérente dans un pays où il y a 13,3, un peu moins maintenant, % de chômage, et savoir les emplois qu'on a détruits, par quoi ils seront remplacés, et surtout, en termes d'orientation des futures élites, est-ce qu'on ne doit pas d'emblée aujourd'hui avoir une politique plus volontariste de dire on doit peut-être rompre avec certaines filières qui ont fait leur temps et orienter massivement des jeunes vers d'autres filières. Ça, c'est un type de débat, effectivement, je pense qu'on devrait approfondir. Oui, commentaire aussi, Sofiane Chahid, sur ces déclarations de la ministre. Alors, sur ces déclarations, moi, je ne suis pas sûr de ce qu'elle veut dire, accélérateur de croissance. Pour moi, c'est plutôt de la novlangue managériale. Peut-être que l'intérêt du GITEX, c'est peut-être de faire rencontrer des investisseurs avec peut-être des entrepreneurs marocains de la tech, parce qu'on sait qu'il y a une stratégie gouvernementale qui s'appelle Morocco Digital 2030 et qui vise d'ici 2030 à lever 7 milliards de dirhams d'ici 2030. Oui. Et là, on en est un peu loin. D'ailleurs, on est très très mal classé au niveau africain sur les levées de fonds des startups. Oui. On est à quelques centaines de millions de dirhams, je pense. Et peut-être que le GITEX peut servir à ça. Après, pour faire un bilan tout de suite, en 2030, on va faire le bilan global de la stratégie. Parce que la stratégie est vraiment très ambitieuse. On vise à créer de licornes, des dizaines de gazelles qui sont valorisées à peu près 5 millions de dollars. Donc, GITEX, ça sert plutôt à ça, à connecter diverses personnes, des entrepreneurs qui n'ont pas forcément, qui ont des idées brillantes et innovantes et qui ne trouvent pas forcément d'investisseurs derrière. Et c'est peut-être le premier objectif du GITEX. Après, bien sûr, il y a la question de l'image. Oui, absolument. C'est une très très belle image pour le Maroc, n'est-ce pas, Mohamed Zouar, en termes d'abord d'organisation, oui, c'était bien organisé. Mais je pense qu'en fait, dans GITEX, vous avez à manger et à boire. C'est-à-dire que vous avez bien évidemment des personnes qui sont là plutôt pour du marketing, de la communication, pour dire qu'ils sont dans la tech, qu'ils vont essayer de montrer quelque chose, un segment qu'ils ont développé dans la tech. Vous pouvez avoir par exemple un opérateur, un acteur économique dans tel secteur qui va essayer pour faire bien, de dire écoutez, moi aussi je fais de l'intelligence artificielle, même si en réalité il n'y a pas vraiment quelque chose de concret dans ce développement-là, mais c'est parce qu'il faut bien se présenter. Vous avez aussi beaucoup comment dire,
de bullshit project, des startups qui vont arriver avec des projets, mais qui n'ont pas forcément un potentiel de croissance ou d'ancrage dans le tissu économique marocain. Mais en même temps, vous avez une part qui est extrêmement importante, et puis ça sert justement de carrefour, de rendez-vous. C'est-à-dire que le GITEX, depuis déjà plusieurs années, déjà on voit qu'en réalité, d'année en année, il y a des améliorations. Même les acteurs économiques qui sont présents, qu'ils soient nationaux ou internationaux, il y a une certaine maturité. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas comparer le GITEX de Marrakech à celui de Dubaï. C'est pas le même écosystème. C'est pas un écosystème comme celui de Dubaï. D'abord, si on prend l'écosystème de Dubaï, que ce soit en VC, que ce soit en investisseur, il est déjà capitalisé. On ne peut pas en dire autant de l'écosystème marocain. Marocain et africain. On peut même élargir, parce que l'objectif... Après, l'Afrique, c'est 54 pays. Oui, mais GITEX, en fait, GITEX Marrakech se veut être le GITEX de l'Afrique. Voilà. Absolument. Mais on ne peut pas comparer l'Afrique avec le Moyen-Orient. C'est pas le même PIB, c'est pas le même intérêt dans tout ce qui est investissement technologique. On l'a vu pendant la guerre en Iran. Il y a eu des missiles qui sont tombés sur des data centers d'Amazon, etc., Oracle, etc. Exact. Donc on voit très bien qu'ils sont déjà en avance. Mais justement, le Maroc, s'il n'y avait pas cet est-ce que ça peut impacter aussi l'attrait des investisseurs tech vers l'Afrique, ce qui se passe au Moyen-Orient? C'est possible, mais ça l'a même précédé. On parle d'Oracle, par exemple. Oracle, je ne sais pas, en tout cas, le Maroc a réussi à changer son image comme hub africain, aussi au niveau technologique. On parle de hub africain dans d'autres domaines, mais aussi au niveau technologique, où vous avez Oracle qui a investi et qui a même, même en termes de R&D, ils ont investi. Alors il y a aussi d'autres comme Stellantis dans le domaine de l'automobile où ils ont aussi un pôle R&D, donc il y a aussi de la tech dedans. Vous avez l'intérêt de la part de grands acteurs dans le domaine de l'IA, que ce soit le français Mistral, qui s'est intéressé au Maroc, qui a signé des conventions avec notamment Madame Sorochni, Madame la ministre, mais aussi d'autres acteurs. Vous avez aussi des projets de data center où il y a plusieurs intervenants. Il n'y a pas qu'un intervenant marocain, mais vous avez des partenariats avec Nvidia, etc., qui sont des acteurs internationaux. Donc en fait, le GITEX et la politique marocaine de développement du numérique, de la technologie, il y a des freins, il y a des problèmes, mais a permis de replacer le Maroc sur cette carte. Et donc, on a des grands acteurs multinationaux qui s'intéressent au Maroc, donc, que j'ai cités. Mais en même temps, et c'est là où je disais il faut aussi garder aussi des éléments critiques, il y a eu des freins et qui sont encore présents de la part d'acteurs économiques ou de la part peut-être aussi du système économique, du paysage économique marocain. C'est-à-dire qu'on a été pendant longtemps, et on l'est encore malheureusement, dans un système économique de rente. Et on a des acteurs, dans certains secteurs, qui ont plutôt freiné des cas de fer pour que la technologie ne se développe pas. Et donc on a des pays, je vais citer juste le domaine de la monétique et donc du domaine bancaire. Des pays comme le Kenya, où ils n'avaient pas un paysage bancaire développé, a pu lancer M-Pesa il y a très longtemps, donc le paiement par mobile, mais ce n'était même pas des smartphones, voilà, et a développé très tôt, et qui a développé tout un système, un écosystème fintech, à partir de ce développement qui était plus le système D au départ. Donc du système D, parce qu'il y avait un vide, ils ont pu accélérer et avoir des fintechs assez intéressantes par rapport au continent. Le Nigeria aussi, mais c'est encore autre chose. C'est parce qu'il y a une population importante, 200 millions. Et donc tout de suite, il y a un effet de levier important. Et donc le Maroc, là-dessus, par exemple, sur les fintechs, a eu du retard, pendant longtemps malheureusement, mais qui est en train peut-être de rattraper son retard. Une institution financière a, par exemple, sélectionné 10 startups, 10 fintech au Maroc, marocaines. Enfin, il en a sélectionné, je crois, une centaine. Sur une centaine en Afrique, il y en a 10 qui sont au Maroc. Et c'est des projets concrets. La sélection s'est faite, me semble-t-il, via le GITEX. En tout cas, ça a été annoncé lors des GITEX précédents. Et là, ce responsable me disait hier qu'il y a 10 entreprises marocaines, des fintech marocaines, avec qui c'est des projets concrets qui sont développés au Maroc et peut-être même en Afrique. Et donc là, on voit tout de suite l'intérêt d'un événement comme le GITEX. Alors justement, le Maroc ne se contente plus de consommer la technologie. Nous avons de la technologie made in Maroc. On aspire aussi à la concevoir et à la façonner. Dixit toujours Amel Fellah Sorochni. Ce qui est intéressant, c'est que
quand on parle de technologie, est-ce qu'on parle de start-up, Hicham Ben Saïd Alaoui, comment peut-on, avec la réalité du marché, comment peut-on comprendre et analyser cette déclaration en sachant qu'est-ce qu'on consomme finalement comme technologie qui est faite ici et qu'on peut concevoir et façonner au Maroc? Alors ça, c'est une excellente question, parce que si on regarde nos smartphones, sans aller loin, et quelle technologie nous consommons? Lorsque nous sommes en voiture, nous avons des logiciels pour nous guider. Lorsque nous souhaitons, pour celles et ceux qui le souhaitent, commander en ligne, il est possible de le faire. Lorsque nous souhaitons, par exemple, effectuer des paiements en ligne, si on fait un tour d'horizon des applications, sans parler des réseaux sociaux sur lesquels nous scrollons de temps à autre, et peut-être un peu trop à mon goût, mais si nous faisons le lien de toutes ces applications, tous ces applicatifs, il n'y a pas forcément une marque Maroc qui va émerger spontanément, qu'on ne va pas se mentir. Donc à l'instant T, je pense que le Marocain, qui est très digital, qui a un taux de pénétration du mobile qui dépasse les 130%, et dans les 130%, il y a beaucoup de smartphones. Il y a des gens qu'on aurait cru totalement perdus pour la technologie, je pense à mes parents par exemple, que je salue, qui aujourd'hui font usage de smartphones de manière surprenante. Et donc, il y a une transition, y compris dans les têtes, qui est rapide. Mais de là à dire que nous avons par exemple en autorité spontanée, ne serait-ce que 5 applications marocaines qui me viennent comme ça à l'esprit, ce serait vous mentir. Et donc, je pense que... Il suffit de regarder les téléphones et de voir est-ce qu'un de nous dispose à ce moment même, pendant que nous vous parlons, d'une application qu'on utilise, parce qu'on peut en télécharger sans réellement les utiliser, oui, à part les applications bancaires. Ce que j'allais dire, bancaire, télécom, recharger son téléphone. On n'a pas trop le choix, oui. C'est-à-dire là, en termes de pyramide de Maslow, oui, là c'est l'illustration ultime, nous sommes sur manger, boire, dormir. Le jour où on a des applications marocaines, et je suis persuadé que le Marocain, par sa structure mentale, par sa flexibilité, par son QI, il y a beaucoup d'études qui le prouvent, ou le QI marocain... On n'en a pas. Le QI et la potentialité... Pour des raisons basiques. Il faut du temps, il faut de l'argent, ça coûte très cher les développements, et il faut aussi un changement culturel dans l'appréciation des startups, parce que si vous êtes face à un investisseur, par exemple, qui va analyser le bilan ou le business plan d'une startup, comme il analyserait le bilan ou le business plan d'une entreprise industrielle, on ne va pas s'en sortir. Oui, je pense qu'on doit être capable de perdre de l'argent, d'avoir un post-money qui aura 7-8 ans, accepter qu'il y ait des couacs, accepter que ce ne soit pas linéaire. Est-ce que ça, par une certaine déformation un peu francophone, est-ce que c'est tout à fait dans nos gènes? Je dirais pas encore. Oui. Je pense qu'il faut un peu de temps avant que ça rentre tout à fait dans nos gènes. Mais le Maroc défend une vision du numérique fondée sur la souveraineté technologique, l'innovation et la coopération internationale. On défend. Déjà, il faut commencer par défendre. Après, bon... Bien sûr. Oui, mais qu'est-ce que cela a à voir avec comment passer de défendre à vraiment agir en faveur de la souveraineté technologique? Mais avant, qu'est-ce que la souveraineté technologique aujourd'hui? Là, c'est vraiment la question qui crée le débat. Elle est d'actualité. Qu'est-ce que la souveraineté technologique en 2026? En fait, on peut parler de souveraineté technologique, me semble-t-il, à 2 niveaux. Le premier, c'est ce qui est en train d'être fait, c'est très bien, c'est d'avoir les données sensibles hébergées au Maroc. Donc, que ça veut dans dire? Les frontières marocaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les data centers, ça suffit? Est-ce que les data centers... Non, c'est pas suffisant, c'est pour ça que je parle de 2 niveaux. Oui, pour être sûr que les données sont bel et bien stockées ici au Maroc. Parce que quand on dit cloud, déjà le concept de cloud, ce n'est pas matériel. C'est-à-dire ce n'est pas les installations qu'on a ici qui disposent en fait, vraiment de ces données ou... Quand on dit cloud, c'est un data center oui, avec donc des serveurs, des solutions technologiques qui permettent de... Mais les serveurs appartiennent bien à des entreprises. Ça peut être des entreprises marocaines. Par exemple, Maroc Télécom a un cloud. Enfin, les opérateurs télécoms marocains ont chacun un cloud au Maroc. Maintenant, les solutions des data centers permettent effectivement, et tous les pays maintenant vont vers ça, c'est-à-dire le cloud, c'est bien, parce que ça permet de diminuer les coûts, etc., d'hébergement des données, d'accès aux données, mais on a besoin déjà d'avoir de la proximité. Là, c'est ce qu'on appelle la latence. Si les serveurs sont hébergés aux États-Unis, c'est pas forcément la même disponibilité. Il y a un petit délai qui peut être problématique pour certains usages, mais surtout, c'est dans les frontières marocaines, c'est-à-dire que finalement, ces données-là
sont sensibles, les données de santé, les données d'identité, etc. D'accord, si les on données prend l'exemple financières. d'Oracle, si effectivement il héberge les data centers au Maroc, c'est-à-dire que Oracle, en tant qu'entreprise américaine, n'a pas accès à ces données, alors que c'est l'entreprise qui héberge. On parle de Oracle qui a son data center au Maroc. Au Maroc. Est-ce que cette entreprise américaine n'a pas l'accès aux données ici marocaines? Si, bien sûr. Mais parce que, non, mais la question... Bah alors, où est la souveraineté? Je pense que ce que vous voulez dire, en fait, qu'une entreprise ait accès à des données sensibles. Forcément, quand on héberge, on a accès aux données sensibles puisque c'est nous qui hébergeons. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc est-ce que cela rentre dans la souveraineté? Est-ce que la CNSS a accès à vos données personnelles? Évidemment, puisque c'est elle qui héberge. Voilà. Maintenant, le fait d'avoir un data center au niveau des frontières marocaines, c'est une bonne chose puisque c'est des acteurs marocains qui ont cette souveraineté et qui dépendent de la loi marocaine. C'est-à-dire en termes de sécurité, en termes d'accès à la donnée, etc., toute la législation qu'il y a autour, avec tous les défauts qu'on pourrait, bien évidemment, sur lesquels on pourrait débattre. Mais il y a un deuxième levier de la souveraineté, c'est peut-être ce point-là qui vous chagrine, et vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, qui me chagrine aussi. Ici et là, ce terme de souveraineté technologique, j'aimerais bien qu'on explique à nos téléspectateurs, c'est notre rôle en tant que médias, d'expliquer ce qu'ils entendent partout, parce que même dans les différents discours qui ont marqué l'ouverture du GITEX, il y avait ce terme souveraineté qui était répété. Oui, c'est un buzzword. D'ailleurs, partout dans le monde. Mais il faudrait qu'on comprenne ce qu'on veut dire par souveraineté. Quand Madame la Ministre dit le Maroc fait le pari technologique de servir un nouveau modèle de souveraineté, on peut se poser la question, que signifie un nouveau modèle de souveraineté? Est-ce qu'on va réinventer le concept de souveraineté à la sauce marocaine? Je pose la question. Non, je pense qu'il y a un premier niveau de souveraineté, c'est effectivement, c'était un problème il y a encore quelques années, ça l'est encore d'ailleurs, mais c'est les données sensibles, les données de nos entreprises doivent être hébergées par des acteurs installés au Maroc. Donc ça, c'est le premier niveau de souveraineté. Le deuxième, pour aller dans votre sens, c'est est-ce qu'on dépend que de la législation marocaine? Le problème, c'est que quand vous avez un data center d'une grande multinationale qui travaille dans le cloud américaine, eh bien, la législation américaine fait qu'ils peuvent obliger les entreprises américaines de donner accès à des institutions sécuritaires américaines. Et donc, même si le data center est en France, est au Maroc, etc. Je ferme la parenthèse technologique pour ouvrir une parenthèse maintenant ou un chapitre footballistique avec la visite hier jeudi du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui à son arrivée a fait une déclaration très importante au vu du contexte actuel et qu'on va analyser tout de suite en compagnie de nos experts. La première, donc, est où il exprime sa déception concernant les incidents qui se sont produits lors du match de la finale de la CAN. Ce qui est important dans ce qui s'est passé, cite Patrice Motsepe, c'est que cela compromet le travail accompli par la CAF depuis de nombreuses années pour garantir l'intégrité, le respect, l'éthique, la bonne gouvernance ainsi que la crédibilité des résultats de nos matchs. On va enchaîner avec l'autre déclaration. Vous voulez un commentaire d'abord sur celle-ci? Aucun pays en Afrique ne sera traité de manière préférentielle ni avantagé par rapport à un autre pays du continent. Donc, intégrité, respect, éthique, bonne gouvernance, c'est un mea culpa? Moi, je ne sais pas si c'est un mea culpa, mais tout ce que je dirais, c'est que est-ce que ça a le mérite du recul et de la maturité, ou bien est-ce que ce n'est pas un peu trop tardif? Parce que quelques semaines après ce qui a été un tourbillon médiatique, j'ai vu des revues de presse sur des télés indiennes, sur des newspapers Bengal, c'est parti très loin, ça a fait vraiment le tour de la planète. Je pense que le premier réflexe opportun eût été que Monsieur le Président de la Confédération africaine de football, que je respecte, se prononce immédiatement, surtout à partir du moment où la fédération sénégalaise a pu avoir certaines attitudes ou certaines déclarations qui étaient pour le moins très discutables et très critiquables. Je pense qu'il fallait taper du poing sur la table tout de suite parce que nous étions partis sur une surenchère délétère. Lorsque vous avez eu le match
de la sélection sénégalaise que je salue. Je salue au passage la fédération sénégalaise qui a un très bon bilan, qui a fait 3 finales en 4 éditions, qui fait du bon travail, qui a des académies de foot, qui a des super joueurs comme Sadio Mané, Ismaïla Sarr, qui a sorti Djambar, Génération Foot. Donc, sur le travail footballistique intrinsèque, j'ai aucun problème du tout à souligner le très bon travail qui est fait. Mais sur la gestion de cette finale perdue par le Sénégal, là je suis resté un petit peu bouche bée, parce que l'attitude, également la gestion post-finale m'a beaucoup surprise. Mais quand il parle de déception, il est déçu. C'est un euphémisme. Il y a eu des propos autrement plus graves de la part de la Fédération sénégalaise notamment. C'est pour ça que je suis un peu surpris par la pondération, pour rester politiquement correct, des propos. Monsieur Motsepe, qui est un politicien, qui est un homme politique aussi, je pense qu'il fallait un peu plus de volontarisme, il fallait taper du poing sur la table. Quand certains mots-clés ont été utilisés, il ne fallait pas laisser passer la nuit, il fallait réagir tout de suite pour dire... Quel mot-clé ? Lorsqu'on a dit, nous voulons ouvrir une enquête pour soupçon. Ça, tout de suite, on ne laisse pas passer. Bon, ça, c'est après. Hein. Corruption. Enfin, le mot-clé oui, mais ça, il fallait réagir. Effectivement, le terme corruption est très fort. Ouais, effectivement. Et de la part de responsables politiques sénégalais qui, pour le coup, vont quand même, et là on voit très bien que c'est du populisme, qui, pour le coup, alors qu'ils ont traité la CAF d'antre de la corruption, ils vont quand même accueillir le président de la CAF avec tous les honneurs comme un chef d'État, puisqu'il a rencontré le président. C'est pas nouveau ce qu'a dit, la phrase que vous avez soulignée, Madame Hirsen, c'est pas nouveau. Il l'avait dit juste après la finale, qu'il avait été déçu et que c'était inacceptable. Ce qui s'était passé lors de la finale, c'était inacceptable. Oui, donc mais là, il le répète. Quasiment 3 mois Voilà. après, il parle encore de déception. On se pose la question de quoi il est déçu, en fait. En fait, je pense qu'il est déçu parce que au moment où le bijou de la CAF, le bijou de son mandat, qui est la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la compétition la plus importante du continent, la plus importante pour n'importe quel président ou COMEX de la CAF. Au moment où elle a pris le plus de valeur, eh bien, il y a eu ce scandale, oui. ce déroulement qui a terni énormément l'image de cette compétition et de la CAF. Et ça a continué après avec les accusations de corruption, avec les accusations de magouille, avec les accusations qui ciblaient directement Motsepe, que Motsepe est aux mains de la FIFA, de Gianni Infantino, etc. Et donc, il se retrouve dans une position qui est extrêmement compliquée, où il a le jury disciplinaire qui ne tranche pas, donc c'est le premier niveau. Le jury d'appel qui annule, ou en tout cas qui donne la victoire au Maroc sur tapis vert pour sanctionner le Sénégal. Et là, on a l'impression qu'il est à mi-chemin parce qu'il y a énormément de politique en fait au sein de la CAF. Non, mais il faut dire qu'aussi qu'il arrive d'où, Patrice Motsepe? Il était au Sénégal, tout à fait. Oh. Mais il se sent complètement, comment dire, il était très fort. Il y a une CAN qui s'organise au Maroc qui est magnifique, très bien organisée, etc. Et là, il se retrouve avec tout l'édifice qu'il a tenté de construire ces dernières années, pendant son mandat, qui est en train de s'effondrer avec une sorte de fronde au sein des membres de la CAF. Et donc, c'est très compliqué pour lui. Une fronde qui est organisée par plusieurs membres, notamment évidemment le Sénégal, mais aussi l'Algérie, l'Afrique du Sud aussi, où on a quand même des responsables politiques qui... Mais en fait, il dit que les incidents compromettent le travail accompli par la CAF. Donc, on se pose vraiment la question, c'est ça. C'est que ça compromet le travail accompli par la CAF depuis de nombreuses années pour garantir l'intégrité. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est un mea culpa? Pour garantir l'intégrité, le respect, l'éthique et la bonne gouvernance. Et il appelle même les supporters africains. Il est essentiel pour nous que les supporters et les spectateurs dans chacun des 54 pays africains considèrent, selon leur propre jugement, que les décisions de nos instances judiciaires sont justes, intègres et impartiales. C'est un peu trop helvétique à mon goût, parce que c'est une déclaration d'une neutralité assez choquante. Je pense que c'est de la politique, mais d'un autre temps. Parce que quel que soit l'angle de lecture, qu'on soit la partie marocaine, la partie sénégalaise ou la partie neutre, honnêtement, la valeur ajoutée intrinsèque de telles déclarations est très discutable. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'enlève? Pas grand-chose. Donc là, je reste un peu sur ma faim. Je relèverai juste, j'espère que c'est un biais de traduction, quand il dit « aucun pays ne sera », l'usage du futur. J'ose espérer que c'est juste un abus de langage lorsqu'on parle de l'anglais au français, parce que je ne comprendrai pas l'utilisation du futur, parce que en tant que président de la CAF, il va dire « aucun pays n'a été, né et ne sera ».
Pourquoi parler du futur? Il faut table rase du passé. Donc je pense que ça doit être un biais de traduction. Et j'ose espérer que c'est le cas. Oui. Soufiane Chaïd, dernier commentaire footballistique avant qu'on ouvre le chapitre international. Ouais, je pense que ce qu'on comprend à travers la tournée de Motsepe entre le Maroc et le Sénégal, c'est que le président de la CAF veut bien sûr réparer cette erreur qui entache sa présidence de la Confédération africaine. Que bien sûr la CAN était très bien organisée, comme il l'a dit, mais il y a eu ces débordements en finale qui ont pris des proportions très importantes. Il y a des soupçons même peut-être de manipulation ou d'intervention auprès des arbitres, etc. Ça reste à élucider par le tribunal arbitral sportif. Donc voilà, normalement, le jury doit être indépendant. Le jury qui a donné pour l'instant la coupe au Maroc doit être indépendant des instances de la CAF. On verra ce que la TAS va décider, mais en tout cas... Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais en tout cas, j'espère que ce jugement de la TAS va enfin nous donner la vérité sur est-ce qu'il y a eu des interventions, est-ce qu'il y a eu des pressions, etc. Je voudrais juste rajouter une chose sur Motsepe. En fait, il rentre dans un tunnel, justement. Ce qui a été souligné par Sofiane, c'est on doit attendre la décision du TAS. Oui. Et d'ailleurs, il l'avait souligné. Il l'a d'ailleurs aussi souligné, je crois, à Dakar. Mais entre-temps, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Parce alors que la CAN, c'était une super compétition, très rentable, etc., pour la CAF, mais il se retrouve dans une situation de faiblesse politique au sein de la CAF qui n'a jamais été vue. Et donc, il se retrouve remis en question, accusé. Même les soutiens qu'il aurait pu avoir ou qu'il avait de la part du Maroc, ben là, je pense que la fédération marocaine le regarde avec des yeux, écoute, tu te débrouilles, c'est à toi d'assumer, tu as été plutôt faible avec nous, donc il n'y a pas de raison. Et en fait, à force de vouloir ménager le chou et la chèvre, il se retrouve un petit peu isolé, un peu seul. Même, je disais, les responsables politiques sud-africains ne vont pas forcément dans son sens. Donc, c'est un petit peu compliqué, notamment pour la Coupe d'Afrique féminine. Donc, il se retrouve vraiment dans une situation délicate. Et là, il essaye un petit peu de recoller les morceaux entre le Sénégal et le Maroc. Et je pense que c'est l'objectif de son double voyage, de sa tournée au Sénégal, pour dire, écoutez, il faudrait qu'on trouve un terrain d'entente. Est-ce qu'on ne peut pas s'arranger? Et il parle aux spectateurs, surtout. Et il parle aux spectateurs. Donc là, c'est un appel clair. Mobiliser. Ouais, mobiliser aussi, c'est pour la popularité. Hein. Oui. Finalement, ça a été impacté. L'image de la CAF est celle de son président. Même si j'allais dire la CAN n'a absolument pour moi rien à voir avec la CAF, parce que ceux qui ont construit les stades, les centaines de kilomètres d'autoroutes, le TGV, qui font que les Marocains sont aussi chaleureux, aussi hospitaliers, c'est pas du tout la CAF. C'est les gouvernements successifs, c'est la vision royale, c'est beaucoup de choses. Et donc, lui, il s'est retrouvé dans une position où il est venu dans un environnement un peu idyllique. Il a trouvé des choses exceptionnelles, mais par le fait d'un pays qui a très bien travaillé sur ces dernières décennies. Géopolitique pour terminer, Donald Trump qui évoque la possibilité d'un âge d'or pour le Moyen-Orient. Il a fait ces déclarations, juste pour contextualiser, juste après l'annonce donc de ce cessez-le-feu. C'était mardi soir à minuit, donc les Iraniens et les Américains se seraient mis d'accord pour pas poser les armes définitivement, mais en tout cas faire une pause stratégique pour reprendre les négociations, donc qui ont repris normalement donc là, mais et là on va s'arrêter parce qu'il y a eu beaucoup de déclarations, comme vous pouvez imaginer, de la part du chef de l'État américain, le président Donald Trump, qui parle de l'âge d'or du Moyen-Orient. Est-ce que je peux me permettre d'être sans voix? Parce que cette région du globe, elle s'est étendue quand même de l'Espagne à l'Inde. Et lorsque vous parlez de l'Khawarizmi, Ibn Rushd, Ibn Sina, Abbas Ibn Firnas, c'est-à-dire des gens qui ont inventé des algorithmes, des gens qui ont inventé quasiment l'avion, des gens qui ont inventé des traitements, le Kindi, on ne va pas tous les faire. Et si on me dit que l'âge d'or du Moyen-Orient, ce serait 2026 ou 2027, alors qu'ils auront peut-être contrôlé la planète intellectuellement il y a quelques siècles, là je trouve pour le mot... C'est très intéressant, je pense, sur la psychologie de M. le Président Trump, parce que peut-être qu'on est dans le règne de l'immédiateté à l'américaine, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a eu un passé et que beaucoup de régions du globe ont un vrai vécu qui est peut-être un peu moins immédiat, mais de là à dire l'âge d'or, on parle de l'Irak, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, des conquêtes islamiques, on parle de beaucoup de choses, me dire que l'âge d'or du Moyen-Orient serait 2026, parce qu'au mieux,
on reviendrait à la situation d'avant-guerre. Non, mais est-ce qu'on reviendrait réellement à la situation? Est-ce que les États-Unis reviendraient à la situation d'avant-guerre avec notamment les pays du Golfe? Moi, je vais restreindre. Je ne vais pas aller de l'Espagne à l'Inde. Je vais m'arrêter juste dans la région qui est aujourd'hui sous les feux des bombardements, clairement. Est-ce que le Moyen-Orient, est-ce que les États-Unis auront leur âge d'or au Moyen-Orient, comme ce fut notamment dans les pays du Golfe, comme ce fut le cas avant le 28 février? C'est Mohamed Zouak. Oui, pour une temporalité beaucoup plus courte que effectivement la civilisation arabo-musulmane. Parce qu'il s'agissait aussi beaucoup de civilisation. C'est bien de remettre effectivement en perspective. Oui. Mais Trump, qui est un homme d'affaires, il est dans une logique très, à l'échelle d'une vie, pas du tout à l'échelle d'une civilisation, clairement. Même s'il a parlé de civilisation perse avec des termes assez indélicats, mais même à court terme, mais c'est une catastrophe ce que vit la région. C'est-à-dire que cette citation-là, nous pourrions vivre l'âge d'or, en fait, c'est un petit peu comme Gaza pourrait devenir une nouvelle... Riviera. Riviera, merci. En fait, on est dans des effets d'annonce, dans des mots qui ne veulent plus rien dire. On est dans 1984, la novlangue. Il n'y a plus aucun ancrage avec le réel. Si on parle avec les émirs des Émirats arabes unis, avec le prince héritier d'Arabie saoudite, je ne pense pas qu'ils ont la même évaluation de la situation. C'est-à-dire que pour eux, il y a même si dans la temporalité, il y a une pause dans les tirs de missiles, dans la guerre, etc., on est dans une situation qui est quand même assez désastreuse. On se retrouve avec un détroit où on pouvait circuler librement, qui aujourd'hui, il faut retrouver une sorte d'équilibre, ça va être compliqué, puisque l'Iran dit non, maintenant il faut payer un droit de passage, sinon je vous envoie des missiles, etc. Donc on est quand même dans une situation beaucoup plus délicate qu'avant. La situation des infrastructures pétrolières, énergétiques, d'eau, de désalinisation d'eau, beaucoup ont été détruites, que ce soit au niveau de l'Iran, mais aussi au niveau des pays du Golfe, Koweït, Qatar, Bahreïn, Émirats arabes unis et Arabie saoudite notamment. On est quand même dans une situation où il a mis le feu dans un endroit qui marchait plutôt bien, je veux dire, en tout cas pour les pays du Golfe. Oui, mais un endroit très Iran, inflammable aussi. Tout à fait, qui était dans une situation bien sûr précaire, mais qui fonctionnait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que Dubaï, on parlait de Dubaï tout à l'heure, est-ce que Dubaï, le GITEX de Dubaï 2027 par exemple, est-ce qu'il va être aussi attrayant que 2025? Donc on est dans une situation où le tourisme dans les Émirats arabes unis, les investissements en Arabie saoudite ou au Qatar ne se feront pas avec le même mindset, le même état d'esprit. Bien évidemment. Un état d'esprit tranquille déjà. Puisqu'on peut se dire que dans 6 mois, dans 1 an, il pourrait y avoir une nouvelle guerre. Et donc on sait aujourd'hui, avant c'était de l'ordre du risque, aujourd'hui on sait de quoi est capable l'Iran. Sofiane Chahid. Alors, je ne comprends pas ce qu'il veut dire par âge d'or, parce que lui, il utilise beaucoup âge d'or. Déjà, sur le compte Twitter de la Maison Blanche, on a écrit le nouvel âge d'or des États-Unis. Oui. Donc, il utilise beaucoup cette expression, mais je pense que dans toute l'histoire récente du Golfe Persique, je pense qu'on n'a jamais été aussi loin d'un âge d'or, parce que même durant cette guerre, même ce qu'on considérait jusqu'à présent comme des îlots de stabilité, ne le sont plus. On parlait des Émirats, bien sûr, Oman, Qatar aussi, qui avaient des liens commerciaux et diplomatiques avec l'Iran. Maintenant, tous les liens ont été rompus. Il n'y a plus de dialogue ni entre Oman et l'Iran, ni avec le Qatar qui jouait un peu les intermédiaires. Donc tout le monde est fâché dans la région, tout le monde est sur le pied de guerre, et je ne vois pas comment on peut rétablir et réparer ces relations diplomatiques et la stabilité après cette intervention américaine. Intervention pas que américaine, c'est une intervention israélo-américaine. Et Israël qui n'a pas été convié aux négociations pour le cessez-le-feu, décrété donc mardi à minuit, enfin dans la nuit de mardi à mercredi. L'opposition, bien évidemment, s'insurge et parle même d'un désastre politique dans toute l'histoire. C'est une première dans l'histoire de l'État hébreu. Israël n'était même pas associé aux décisions concernant les fondements même de notre sécurité nationale. S'insurge le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid. Un commentaire en quelques mots, messieurs. C'est de la politique intérieure. On rappelle qu'il y a des élections au 26-27 octobre de cette année. S'il n'y a pas la guerre. S'il n'y a pas la guerre. Et tous les moyens. Voilà. Tous les moyens politiques sont bons pour essayer de frayer son chemin d'un point de vue politique pur.
Ça montre la fragilité de cet accord pour un cessez-le-feu temporaire. D'ailleurs, l'Iran, dans la vision de l'Iran, le cessez-le-feu devait être global, c'est-à-dire à la fois vis-à-vis, Israël et les États-Unis, mais aussi par rapport au proxy, donc le Liban, donc on ne doit plus tirer sur le Hezbollah, etc. Pour Israël, c'est niet. Ils ont continué, et d'ailleurs ils ont même frappé plus fort encore. Un mot de la fin, Soufiane Chahid. Non, je suis d'accord avec mes collègues. Israël a déjà au début, elle a un peu forcé la main de Trump pour s'engager dans cette guerre. Et maintenant, on voit bien qu'ils ne voulaient pas arrêter la guerre parce que leur objectif était bien sûr la destruction totale de l'Iran, d'en faire un pays très faible pour qu'il ne représente plus de menaces pour Israël sur le long terme. Mais là, ils sont déçus. Ils continuent la guerre au Liban parce que pour eux, c'est ça. Franchement, la priorité, c'est de détruire encore une fois le Hezbollah. Et voilà. Merci. Merci, messieurs. Merci, Si Mohamed. Merci à vous. Merci, Hicham. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi, Sofiane. C'est la fin donc du débrief. Toujours un plaisir de vous retrouver donc pour reprendre l'essentiel de l'actualité des déclarations de la semaine. Je vous souhaite sur ce une bonne soirée et un excellent week-end.